Clover, l'art de l'être. Clover, l'art de l'être. La théorie du croyant. Modélisation mécanique du comportement humain. Juin 2019. À toi, humanité. Si ce n'est pas trop te demander, conserve cette idée. Si je ne peux t'obliger à l'accepter, je t'invite à t'y promener. Si tu as confiance en toi, elle ne pourra pas te heurter. Si tu en prends connaissance, elle pourrait t'interroger. Si nous la partageons en entier, apporte-lui de l'importance. Merci d'avoir discuté, qui que tu sois, humanité. Clover. D'un mécanisme. Ma vision du comportement humain est mécanique. Je pars du postulat que les êtres humains sont tous équipés d'un mécanisme qui détermine leur comportement. Pour illustrer son fonctionnement, prenez pour exemple les organes. Ils fonctionnent en suivant les mêmes mécanismes, quel qu'en soit le propriétaire. Sans entrer dans le détail, je vous invite à considérer qu'ils peuvent être défaillants et qu'ils ne sont pas restreints à l'humanité. Ne pas le connaître ne l'empêche pas de fonctionner. Au même titre que le cœur bas. Il adopte des comportements sans avoir à y faire attention. Il le fait dans l'intérêt de son propriétaire, même s'il peut être difficile d'en accepter le principe quand il n'agit pas dans le sens que l'on souhaiterait. Il est confortable de se reposer sur lui, car il prend soin de nous, dans la grande majorité des cas. Malgré tout, des sentiments désagréables émergent de cette situation. Celui de ne pas se prendre en main, celui de ne pas se reconnaître, celui de ne pas se comprendre, celui de ne pas se contrôler. De plus, être soumis au mécanisme peut emmener dans des impasses. Épuisement, détour, erreurs se succèdent à cause de l'adoption de comportements inadéquats. Considérant que les mêmes causes entraînent les mêmes conséquences, seuls des accidents peuvent modifier ce qui conduit le mécanisme à adopter des comportements problématiques. Ce pilotage par l'accident est particulièrement aléatoire dans sa fréquence et son efficacité. Il est courant de tourner en rond un certain temps avant d'être confronté à un ou plusieurs accidents capables de provoquer des modifications de comportement en espérant qu'ils soient plus adéquats. Je suis conscient que le libre arbitre semble mis à mal par ce modèle. Or, il faut envisager que son plein exercice est conditionné à la maîtrise du mécanisme. Connaître et apprendre à piloter ce mécanisme permet d'éviter ces sentiments désagréables et peut se substituer aux accidents pour modifier ce qui influe sur la sélection des comportements. Comme nous n'avons pas accès aux explications de tous les comportements,
il faut considérer le pilotage du mécanisme comme celui du système respiratoire. Toutes les respirations ne sont pas voulues, même si certaines le sont. De plus, une régulation automatique permet d'ajuster leur fréquence en fonction du nécessaire. Je me comporte comme je respire. Si la respiration est automatisée, c'est parce que son usage est vital et qu'il n'est pas possible de s'en priver très longtemps. Il est d'ailleurs surprenant de pouvoir la contrôler. Or, grâce à cette capacité, nous pouvons l'entraîner et en repousser les limites initiales. Il est possible de forcer une inspiration, forcer une expiration, bloquer sa respiration. Le mécanisme est également conçu sur ce modèle. Nous pourrons l'utiliser de façon très similaire. Par exemple, l'inspiration correspond à se comporter en vue d'intérioriser des éléments extérieurs. L'expiration correspond à se comporter en vue d'extérioriser des éléments intérieurs. L'apnée correspond à se comporter en vue de restreindre les éléments intérieurs à l'intérieur et les éléments extérieurs à l'extérieur. Lorsqu'un comportement est lancé, il est difficile de l'arrêter. Le pilotage consiste donc à identifier les comportements qu'il est possible de déclencher et de le faire avant que des comportements automatiques ne démarrent. Le mécanisme n'est pas modifiable. Son fonctionnement ne varie pas en fonction de l'individu ou au fil du temps. L'apparente variété de comportements provient de la faible connaissance des éléments qui y conduisent et parfois de l'incapacité à les voir à cause de l'inévitable subjectivité. Je considère qu'il est peu probable que qui que ce soit parvienne à être objectif sur ce qui touche de près ou de loin à quelque chose qui le concerne. Qui suis-je pour me juger moi-même ? Je ne ferai ni liste ni exemple, pour éviter de laisser penser que je propose une orientation morale. Il est difficile d'être neutre et je ne peux pas être sûr d'y parvenir. Ce dont je suis sûr, c'est que certaines orientations morales seront chahutées. Car, en essayant d'être neutre, mon orientation n'est pas forcément la plus courante. Je vous demanderai de vous efforcer à considérer que mon sujet n'est pas de dénigrer ou dénoncer ces orientations, mais de permettre de les interroger et que chacun soit en mesure de construire les repères qui lui conviennent. Comprendre ce modèle particulier n'est pas indispensable. Il existe d'autres formes de description du même mécanisme, d'aspects différents, plus ou moins complets, et parfois bien meilleurs. La plupart ont des points communs. Pour cause, nous observons le même objet et essayons d'expliquer la même chose avec un point de vue différent. J'imagine que malgré cela, ce modèle peut trouver un écho là où les autres pourraient ne pas en avoir. Il me semble qu'il est important que chacun puisse trouver un modèle qui lui
conviennent et puissent être confrontés à d'autres. Pour prétendre saisir et utiliser convenablement ce modèle, l'expérimentation est indispensable. Sans elle, l'ensemble de l'étude est inexploitable. Vous n'aurez pas de repères et serez perdu dans les échelles. L'abstraction vous permettra de croire avoir compris alors que vous devriez en douter. Le plus simple étant de rejeter l'ensemble par commodité, car prendre le temps de l'évaluer est un investissement que je sais long et important. De l'expérimentation. Comme pour toute expérience, il faut déterminer un protocole expérimental, en mesure de donner des résultats reproductibles et démontrables. Dans mes expérimentations, j'ai petit à petit construit une méthode qui me convient et dont je vais vous exposer quelques principes et certains des problèmes auxquels vous serez confrontés. Commençons par évoquer ses limites. Les expériences en laboratoire ou organisées restreignent le champ de l'expérimentation en imposant plusieurs facteurs. Un moment, souvent régulier, souvent les mêmes. Un lieu, souvent étranger au sujet ou à l'expérimentateur. Un public volontaire et disponible. Un expérimentateur curieux et intéressé. Ces expériences restent utiles, même si s'en contenter prive d'étudier une grande quantité de comportements. Pour la même raison, il est limitant d'annoncer l'expérience ou de s'astreindre à être neutre. Or, ne pas le faire et rester au sein de son milieu ne suffit pas non plus. Commencer par étudier son environnement proche et naturel. Il s'agit d'un repère important, mais compliqué à utiliser en raison des émotions qu'il suscite. Pour gagner en objectivité, il faut s'en éloigner vers des milieux différents. Plus les milieux sont différents de ceux d'origine, plus il est compliqué de s'y intégrer. Les points de repère changent et il est souvent difficile de les accepter. Cependant, plus le contraste est important, plus il est facile d'identifier ce qui est commun au milieu de tout ce qui est différent. S'éloigner régulièrement permet de conserver une forme d'objectivité. Chaque séjour dans un milieu impose la construction de nouveaux liens affectifs qui refont surgir des émotions. Il est aussi important de partir sereinement qu'à s'attacher progressivement, puisqu'il faut apparaître à sa place et agir de manière adéquate. Il s'agit d'une démarche complexe, car elle dépend de votre capacité à lier et délier vos liens affectifs. Une fois les conditions d'expérimentation déterminées, nous devons établir des couples explication-comportement dont nous supposons que l'explication entraîne le comportement au travers du mécanisme. En fonction du mécanisme, l'explication doit être égale au comportement. Les individus sont différents et agissent de façon différente avec des individus différents dans des contextes différents. Les explications posent le même problème. Elles sont toujours légèrement différentes, vocabulaire, contexte, ordre, style, etc. En tant qu'expérimentateur intégré à l'expérience, vous êtes subjectif. Il en est de même pour tous ceux qui sont autour de vous. Chaque individu agit comme un filtre et présente ce qu'il peut. Ce filtre a vocation à faire apparaître ses qualités et ses défauts tels que chacun se les imagine. Lorsque le comportement étudié
est un peu marginal pour son auteur, ce dernier le rejette ou l'interprète en donnant une explication alambiquée, susceptible de le présenter de façon à apparaître comme à son habitude. Cette tendance à se mettre en valeur est plutôt stable tant que l'environnement est stable. Il est donc possible de les utiliser, bien que cela nécessite une vaste compréhension du fonctionnement des filtres. Pour commencer, il est préférable d'éviter de prendre en considération ce qui a été relevé à travers une accumulation de filtres et de réaliser les relevés soi-même. Même si l'expérimentateur est subjectif, il vaut mieux se baser sur un filtre stable que sur une succession de filtres tous différents. Par conséquent, les relevés peuvent manquer de fiabilité. Il faudra faire avec. Un relevé n'est jamais neutre. Il s'agit d'être témoin, mais également agissant et interférent. La source principale d'erreur de jugement est liée à l'état émotionnel. Il doit être stable dans un milieu récent et s'agiter dans un milieu ancien. Cet indicateur permet d'avoir une idée de sa capacité à être objectif et donne une indication sur la fiabilité du relevé. Il faut privilégier les relevés de comportement dont nous sommes directement témoins. L'explication doit venir directement de son auteur et doit être relevée rapidement. Or, c'est un moment particulier, car aborder quelqu'un en insistant pour obtenir l'explication de son comportement peut être gênant. Son comportement peut lui paraître normal et anodin. En l'interrogeant, nous le mettons dans une position désagréable en lui demandant de justifier ce qu'il vient de faire. Il est courant de penser que ce que nous faisons est normal et n'a donc pas à être expliqué. Votre interlocuteur peut être amené à entendre qu'il est étrange. Il peut alors très mal le prendre. Il m'est apparu qu'il valait mieux étudier les comportements largement définis comme étranges afin de provoquer une discussion habituelle. Il est d'ailleurs plus compliqué d'obtenir des explications sur les comportements normaux, car leurs auteurs n'y ont jamais réfléchi. Pour y arriver, il faut alors susciter la réflexion sans apparaître inquisiteur ou intrusif. Nous n'abordons pas encore les comportements inexpliqués, mais il n'est pas possible d'en faire des relevés. Ils devront être déduits par la connaissance du mécanisme, puisqu'il est supposé fonctionner pour tous les comportements. Ceux qui sont expliqués par leurs auteurs fonctionnent également avec. Intéressons-nous maintenant à définir ce qui doit être relevé. Le comportement est un ensemble d'actions réalisées par l'auteur indépendamment des objets ciblés, de son environnement et de ses intentions. L'explication est l'expression du passage d'un état initial à un état cible indépendamment des objets ciblés, de l'environnement et de ses intentions. Je tente de retirer tous les éléments individuels, les noms des lieux, le métier, et je vais même jusqu'à retirer les intentions propres de l'auteur, car ces définitions doivent être valables même lorsqu'il subit le comportement et qu'il n'en connaît pas l'explication. Il faut bien évidemment éviter le questionnaire demandant si le sujet a adopté un comportement en lui proposant d'expliquer là où les raisons, sauf si cela semble naturel dans le contexte. Une réponse écrite donne la possibilité de penser son explication avant de la formuler,
L'auteur peut la rectifier en faisant disparaître le cheminement qui donne des détails intéressants sur la formulation de l'explication. J'ai beaucoup privilégié le recueil de l'explication orale, permettant ainsi d'avoir un niveau de détail maximum sur la formulation, le cheminement, la définition des mots employés, l'assurance, etc. L'entretien pour recueillir l'explication donne une foule de détails qui, d'ailleurs, apparaissent parfois douteux. Après avoir relevé ces couples explication-comportement, exploitons-les. 2. De l'échantillonnage. Pour faire ces relevés, il est nécessaire d'observer les trajets de l'information. Avec de l'attention et un peu d'expérience, il est possible d'identifier la succession d'intermédiaires qui en sont à l'origine. Il est probable que certains de vos relevés en soient issus. Ce n'est pas important pour les premières analyses car l'objectif est d'avoir un échantillonnage le plus vaste possible. Pour travailler des relevés transmis par des intermédiaires, il faut considérer que chaque individu produit des déformations. Comparer des relevés qui n'ont pas subi les mêmes peut amener à des erreurs d'interprétation. Identifier la source de l'information pour identifier la déformation. Les déformations s'appliquent successivement, suivant le trajet. Avant de maîtriser les déformations, il est plus simple de regrouper les relevés par trajet. Avoir des groupes homogènes ayant subi les mêmes déformations évite les erreurs d'interprétation. Connaître et reconnaître les déformations demande de la pratique. De nature variée, certaines s'amplifient ou s'agrègent, d'autres s'annulent. Il est possible d'exploiter les particularités de certains trajets d'information pour atténuer les déformations et donc obtenir des relevés neutres. Savoir déformer pour reformer. Après avoir réalisé un premier échantillonnage, il faut passer à la comparaison des relevés. Dans certains cas, il peut n'y avoir que quelques verbes pour les comportements et quelques adjectifs pour les explications. Dans d'autres, il peut y avoir des phrases. La différence viendra de la précision des relevés. Le procédé de comparaison est plutôt simple. Il faut regrouper les relevés arbitrairement et les placer sur un repère avec l'échelle de votre choix. Vous pouvez choisir de ne faire qu'un groupe ou d'en faire plusieurs, en fonction des critères. Tous les relevés ne seront pas positionnables, et certaines zones peuvent ne pas en contenir. Par exemple, faites un diagramme avec pour abscisse les explications, pour ordonner les comportements, puis placez vos couples par des points sur ce graphique. La répartition de ces points vous donnera des indications. Je vais commencer par expliquer les résultats qu'il est possible d'interpréter rapidement lors de la prise en main du modèle. Cette opération revient à réaliser deux classements. Le premier par comportement, le second par explication. Si vous en ressentez le besoin, il est possible de décomposer un comportement ou une explication en plusieurs sous-ensembles. Certaines décompositions peuvent être mal pensées. Il faut garder une trace du découpage réalisé pour le modifier s'il s'avère erroné. Avec l'expérimentation et du temps, vous devriez être en mesure de placer des relevés un peu partout sur votre repère.
Pour le comportement, il y a faire et défaire. Pour les explications, il y a passer de l'état A à l'état B et passer de l'état B à l'état A. Détaillons les résultats possibles des comparaisons. Cas A. Explication similaire pour comportement similaire. Ce cas est évidemment important. Son existence est à l'origine de l'hypothèse du mécanisme. Il apparaît fréquemment au sein d'un groupe d'individus comme une famille, un groupe d'amis ou un groupe partageant une activité. Très courant, il se raréfie au fur et à mesure que l'échantillonnage s'écarte du groupe étudié initialement par l'expérimentateur. KB. Explication opposée pour comportement similaire. Ce cas est induit par les limites rencontrées par le cadre de vie social. Les comportements acceptés socialement sont restreints. Cela impose aux auteurs de produire une explication pour justifier les comportements qu'ils sont obligés d'adopter. Ce comportement peut être présenté comme imposé par l'extérieur ou comme un choix personnel. Ce résultat se rencontre fréquemment quand on compare des relevés de groupes ayant des niveaux de vie différents. Beaucoup de sujets travaillent. Certains expliqueront qu'il faut bien manger, d'autres qu'il faut bien s'occuper. Cas C. Explication similaire pour comportement opposé. Ce cas est peu visible, non pas parce qu'il n'est pas courant, mais parce qu'il est difficile d'échantillonner des comportements opposés. À cause de la subjectivité de l'expérimentateur. Pour réussir à capturer des échantillons, il faut être témoin des comportements, identifier les oppositions et s'assurer que les explications utilisées par les deux auteurs sont similaires. Cela demande à l'expérimentateur d'être capable d'évoluer dans des milieux opposables et d'avoir une forme d'impartialité sur le sujet traité. Il s'avère souvent que les auteurs utilisent des mots similaires, mais qu'ils ne les définissent pas de la même façon. Cela demande à l'expérimentateur de maîtriser les différentes définitions pour être en mesure de le constater. Cas D. Explication opposée pour comportement opposé. Ce cas est extrêmement intéressant et difficile à identifier pour être remarquable. Au début, les cas précédents font l'immense majorité des résultats de comparaison. Ceci s'explique par le cadre social de l'expérimentateur impose les explications valables et les comportements acceptables. Cette polarité AD apparaît entre des sujets issus de cultures très différentes, dont le cadre social est donc très différent. De plus, ce cas pose une question fondamentale. Si deux sujets ont des comportements opposés et qu'ils expriment des explications opposées, cela signifie que ce qu'ils estiment les mettre en valeur s'oppose également. Le cas D me fait supposer que se mettre en valeur est une composante de la mécanique par son omniprésence, quel que soit le couple explication-comportement de l'étude. À ce stade, on pourrait supposer qu'il s'agisse seulement d'un biais expérimental. L'assertion que les auteurs cherchent à se mettre en valeur lorsque l'expérimentateur recueille l'explication n'est pas démontrée. Cependant, si ce n'est pas pour se mettre en valeur, il faut
considérer que les individus se comportent majoritairement en faisant ce qui leur est nécessaire pour être en accord avec ce qu'ils estiment être. Gardons à l'esprit que les subjectivités de l'expérimentateur et de l'auteur posent des problèmes pour comprendre la nature de l'estime de soi. Or, il faut tout de même prendre en compte le fait qu'il est possible d'être fier d'un comportement qui serait honteux pour d'autres. Il me semble important de faire le tour de ce qu'on appelle la fierté et de comprendre son rôle particulier dans le mécanisme avant d'aller plus loin. « 3. Des fiertés. La fierté est un frein important à l'expérimentation. Il faut la comprendre en profondeur afin de voir son impact sur les sujets, mais aussi et avant tout sur soi, l'expérimentateur. J'ai donc été amené à passer du temps à l'explorer, car elle amène souvent à des difficultés de compréhension ou de mauvais résultats. L'orgueil et la fierté sont souvent confondus en un seul et même concept, qui exprime un excès de satisfaction personnelle. Or, s'il s'agit bien d'une définition valable pour l'orgueil, la fierté semble moins intense et moins néfaste. Être fier, c'est aussi se respecter à juste titre. Je considère donc que la fierté est une évaluation de la satisfaction personnelle qu'il apparaît juste de ressentir, alors que l'orgueil est une évaluation exagérément haute. À l'opposé de l'orgueil, nous avons l'humilité, qui est une évaluation exagérément basse. D'un autre côté, la honte est l'opposé de la fierté. La fierté valorise, la honte dévalorise. Par exemple, il est fréquent de ressentir de la fierté à réussir et de la honte à échouer. De mon point de vue, la satisfaction personnelle est une échelle. Être fier nous fait monter quelques barreaux. L'orgueil nous fait penser que nous en avons monté plus. L'humilité nous fait penser que nous en avons monté moins. Avoir honte nous fait descendre de quelques barreaux. L'orgueil nous fait penser que nous en avons descendu moins. L'humilité nous fait penser que nous en avons descendu plus. Fierté, satisfaction personnelle. Honte, insatisfaction personnelle. Orgueil, satisfaction personnelle surévaluée. Humilité, satisfaction personnelle sous-évaluée. Il faut considérer donc la position sur l'échelle et le décalage que l'on ressent sur l'échelle. Vous avez déjà compris qu'il y a deux valeurs. Une valeur que je qualifierais de réelle et une valeur évaluée. Si je choisis le mot réel, c'est en prenant appui sur le fait que la réalité ne nous est accessible que via nos sens et que, par conséquent, nous ne pouvons pas la voir telle qu'elle est, mais telle que nous l'évaluons à partir des éléments qui nous sont accessibles. Le décalage entre ces deux valeurs est à l'origine de l'orgueil et de l'humilité. J'attribue ce décalage au fait qu'un comportement n'est jamais isolé d'autres comportements. Nous ne pouvons pas être sûrs que le comportement identifié soit à l'origine de la totalité de la valeur réelle. Il est alors difficile de déterminer la juste contribution du comportement. Je pense que les valeurs évaluées
sont calculées en faisant une différence entre deux mesures de notre position sur l'échelle. L'une prise avant le comportement, l'autre après. Soit T0 avant T1, la valeur réelle est égale à la satisfaction personnelle à T1 moins la satisfaction personnelle à T0. Et la valeur évaluée est égale à la valeur réelle auquel on rajoute la variation de la satisfaction personnelle lors de ce comportement. Je vais poser l'hypothèse que la fierté réelle est personnelle et que ces facteurs individuels sont à l'origine de la variété des valeurs réelles. Pour finir, je pose également l'hypothèse que le mécanisme choisit les comportements pour se déplacer sur l'échelle de la satisfaction personnelle. Cela implique l'existence d'une autre valeur à considérer dans les comportements expliqués. La valeur estimée qui est celle que l'on imagine obtenir avant de choisir un comportement. Il est intéressant de se pencher sur ces deux affirmations. Si j'imaginais être fier d'une action et que ce n'est pas le cas, je vais être déçu et je vais avoir tendance à minimiser ce que j'ai fait. Je vais apparaître humble. Si j'imaginais ne pas être fier d'une action alors que je le suis, je vais être agréablement surpris et je vais avoir tendance à maximiser ce que j'ai fait. Je vais apparaître orgueilleux. Le décalage de l'évaluation à l'origine de l'orgueil vient probablement de la différence entre la valeur estimée et la valeur réelle. Certains d'entre vous verront peut-être apparaître une curiosité liée à l'estime de soi que je ne développerai pas pour le moment. Si notre estime est à -2, que le résultat réel est à -1, dans ce cas, la soustraction du réel sur l'estimé est égale à +1, ce qui fait une valeur estimée positive. Si la valeur réelle est égale à -1, que la valeur estimée vaut 0, valeur réelle moins valeur estimée est égale à la valeur évaluée qui devient négative. La réalisation d'un comportement nous déplace sur l'échelle, ce qui nous permet de faire une évaluation du déplacement associé au comportement. Information qui, éventuellement, viendra alimenter les prochaines estimations accompagnées d'une valeur dont l'influence tend à baisser au fur et à mesure des expériences. La valeur estimée est égale à la somme des valeurs évaluées précédentes auxquelles on rajoute une valeur dont l'influence tend à baisser et que l'on divise par le nombre d'expériences prises en compte. La fierté estimée, celle que l'on espère obtenir. La fierté réalisée, celle que l'on obtient. La fierté évaluée, celle que l'on pense avoir obtenue. « 4. Des valeurs. Lorsque nous relevons des explications, les mots « normal »,« naturel » et d'autres mots « évidence » compliquent les échanges et les analyses. Car ce qui est normal pour les uns ne l'est pas forcément pour les autres. Lorsque nous sommes confrontés à ces différences, des décharges émotionnelles sont susceptibles de se produire. Il est important de les admettre
car elle signale la présence de différences de valeurs. Il s'agit de la difficulté principale lorsque l'on s'éloigne de son milieu naturel. À l'entrée d'un nouveau milieu, l'instabilité de l'état émotionnel empêche de l'intégrer. Il faut donc s'éloigner progressivement de son milieu pour limiter cette instabilité et continuer d'identifier de nouvelles valeurs. L'enjeu principal de l'expérimentation est d'accumuler des valeurs, afin de constituer des échelles pouvant expliquer les comportements, explications opposables. Il est difficile de définir ce qu'est une opposition, car nous avons tendance à mélanger plusieurs représentations. Je vais vous proposer différentes catégories pour les organiser et donner une méthode pour les compléter ou les combiner en de simples échelles de valeurs. La distinction. Deux comportements nous apparaissent opposés, alors que ceux-ci sont tout simplement différents. La présence. Un comportement qui est ou qui n'est pas. L'intensité. Un comportement plus intense qu'un autre. La dichotomie. Deux comportements effectivement opposés, mais sans nuance. Je considère que ces différentes représentations sont complémentaires. Dans un premier temps, je propose d'étendre l'intensité en la combinant avec la présence. Voici ce qui en résulte. Une intensité qui peut varier entre un 0 qui représente l'absence et un plus qui représente ce que l'on imagine de plus intense. Ensuite, je propose d'y combiner la dichotomie. Elle l'étend également en y ajoutant une valeur opposée. Il s'agit d'une valeur dont l'absence se confond avec la précédente, 0, et qui s'intensifie dans le sens opposé, moins. Les deux valeurs sont strictement exclusives. Quand la première possède une intensité, la seconde ne peut pas en avoir, ce qui peut être représenté ainsi. Un axe avec un 0 au milieu et deux flèches, une qui s'éloigne vers le pôle plus, une qui s'éloigne vers le pôle moins. Pour intégrer la distinction, il faut considérer que ces valeurs sont neutres, l'une pour l'autre, et partent donc dans des directions distinctes. Cette dernière représentation englobe toutes celles qui ont été combinées et décrites précédemment. Nous retrouvons l'axe bipolaire avec le plus et le moins, le 0 au milieu, mais également un axe qui part de 0 perpendiculairement et qui va dans une direction différente, le tout représenté dans une sphère, indiquant qu'il y a une infinité d'axes possibles. Je considère que toutes les valeurs peuvent être décrites sous cette forme. Vous trouverez des cas qui vous résisteront et d'autres qui vous apparaîtront simples. Lorsque nous sommes face à deux valeurs différentes, non distinctes, il est possible de chercher à les décomposer pour identifier les valeurs élémentaires qui les composent. Si la valeur A et la valeur B ne sont pas distinctes, il peut exister une valeur C, distincte de la valeur A, qui permet de décomposer la valeur B à l'aide de projection sur le couple de valeurs AC. Il est aussi possible de trouver d'autres valeurs composées par A et C, dont une remarquable, celle distincte de B. La capacité à se représenter l'opposé des valeurs est fondamentale à travailler pour appréhender ce mécanisme. Toutefois, vous pouvez très bien commencer sans savoir exactement où cela va vous mener. En étudiant qu'une seule valeur, les différences d'intensité seront déjà un élément significatif de l'étude du mécanisme. L'état neutre se repère simplement en l'intensité
jusqu'à l'absence d'intensité. De plus, si vous n'êtes pas en mesure de voir certaines oppositions, sachez que cela sera également le cas des personnes que vous interrogerez. Prenez alors bien le temps d'identifier comment ils représentent ce qu'ils vous décrivent. Ne vous attendez pas à ce que votre positif soit également positif pour votre interlocuteur. J'ajoute que s'il le trouve négatif, il vous apportera peut-être des éléments pour compléter votre représentation. Il est évident que ce qui nous rend fiers est lié à ce que nous croyons positif, et que ce qui nous rend honteux est lié à ce que nous croyons négatif. Il apparaît donc essentiel de se pencher sur les croyances qui déterminent nos valeurs pour comprendre comment la fierté oriente le mécanisme vers certains comportements plutôt que d'autres. « 5. Des croyances. Commençons par éloigner le mot croyance de la religion. Nous croyons suffisamment de choses pour éviter de penser à la religion. Je ne donnerai qu'un seul exemple. Nous croyons avoir raison. Or la vie finit régulièrement par nous prouver que nous avions tort. Nous confondons parfois ne pas croire et douter. Ces expressions sont souvent utilisées à contre-emploi. En ce qui me concerne, douter consiste à hésiter entre croire et ne pas croire, qui consiste tous les deux à ne pas douter. Je considère que le savoir et la connaissance sont des croyances. Or, même si je les regroupe, je ne les confonds pas. Beaucoup d'entre nous savons que ces deux choses sont différentes, mais très peu connaissent la différence. Je définis cette différence à l'aide de deux caractéristiques. La reproductibilité, qualité d'une croyance à permettre de reproduire une expérience. J'associe ce paramètre à la connaissance et à l'expérimentation. La transmissibilité, qualité d'une croyance à être transmise. J'associe ce paramètre au savoir et à l'instruction. Vous pouvez réaliser un tableau avec pour abscisse la transmissibilité et pour ordonnée la reproductibilité. Les croyances qui seront proches de l'ordonnée seront reproductibles et donc de l'ordre de la connaissance. Les croyances que vous placerez près de la transmissibilité seront liées au savoir. Sur cette représentation, on peut voir que les deux axes se croisent forcément en un point. Considérons qu'il s'agisse du point qui corresponde aux croyances non transmissibles et non reproductibles, 0. Nous sommes confrontés à deux représentations de type existence-intensité. Ce type de représentation étant partiel, il est intéressant de chercher ce qui permettrait de le compléter. Nous pouvons donc considérer ces trois limites. Plus signifie reproduction conforme ou transmission conforme. 0 signifie représentation non concluante ou transmission non concluante. Moins représentation non conforme ou transmission non conforme. Voici ce que donne la représentation ainsi complétée. Nous avons donc deux axes de valeur, transmissibilité et reproductibilité, qui se croisent en un point 0 qui est non concluant. Donc du côté positif de la reproductibilité, nous avons toujours la connaissance. Du côté positif de la transmissibilité, nous avons toujours le savoir. La partie entre la reproductibilité positive et la transmissibilité positive correspond à ce qui se reproduit et se transmet. Ce qu'il y a du côté de la reproductibilité positive
mais la transmissibilité négative est ce qui se reproduit, mais ne se transmet pas. C'est de l'ordre de la foi. Ce que l'on retrouve du côté de la transmissibilité positive et de la reproductibilité négative est ce qui ne se reproduit pas, mais se transmet. Ce sont les dogmes. Ce que l'on retrouve dans la reproductibilité négative et transmissibilité négative est ce qui ne se reproduit pas et ne se transmet pas. Ce sont des spéculations. Je vous laisse seul juge de la position où vous situerez cette croyance. Une croyance peut devenir une certitude. Plus nous la reproduisons, plus elle se transmet, plus nous aurons tendance à en être certains. Une certitude est donc plutôt une croyance dont nous pouvons facilement identifier si elle est transmissible et ou reproductible. Les croyances non concluantes ne sont généralement pas concernées. Les certitudes seront placées à l'extérieur du graphique précédent. A l'inverse, celles qui se trouvent à l'intérieur sont des incertitudes. Il est plus difficile de déterminer si ces croyances sont transmissibles ou reproductibles. L'ensemble des croyances constitue l'imaginaire. Je le considère individuel, même s'il tend à être partagé. Il se compose de deux parties. Une partie irrationnelle, constituée des croyances qui ne sont pas associées à la réalité. Une partie rationnelle, constituée des croyances associées à la réalité. L'expérimentateur ne doit pas confondre ce qui est rationnel pour son imaginaire et ce qui l'est pour les autres. Là encore, des oppositions existent. On peut être surpris par le fait que je ne prenne pas en considération la distance d'une croyance avec la vérité, la véracité. En effet, je ne considère pas une croyance reproductible comme plus vraie, et la transmission n'est évidemment pas un critère pertinent. Une fois intégrée l'idée qu'une croyance peut être plus fausse ou moins fausse qu'une autre, plus vraie ou moins vraie, vous devriez être en mesure de le représenter. Malgré leurs imperfections, les croyances nous évitent d'avoir à répondre plusieurs fois aux mêmes questions. Elles servent de support pour calculer les valeurs estimées et évaluer pour nous permettre de choisir au mieux nos comportements. Or, croire n'empêche pas de faire des erreurs, ce qui nous force à nous poser de nouvelles questions. J'ai évidemment passé du temps à étudier le fonctionnement des questions au sein du mécanisme. « 6. Des questions. Les questions apparaissent lorsque l'imaginaire s'avère différent de la réalité. Plus l'imaginaire et la réalité sont éloignés, moins les comportements adoptés sont adaptés. L'efficacité des comportements diminue et la quantité d'erreurs augmente. Si nous représentons la réalité par un losange et l'imaginaire par un rond, en les superposant, tout ce qui dépasse du losange et du cercle est susceptible de générer des questions. Quand le comportement est maîtrisé ou habituel, aucune question n'apparaît, car ce qui est estimé correspond à ce qui est évalué. Nous ne les percevons presque plus. A l'inverse, nous percevons les comportements dont l'estimé et l'évalué diffèrent, car nous leur cherchons des explications. La perception nous offre donc une vision limitée de la réalité, en portant l'attention sur ce qui n'est pas maîtrisé ou exceptionnel. La réalité n'est pas entièrement perceptible, et encore moins perçue. L'imaginaire ne l'est pas plus, car tout n'est pas imaginable, seule une partie est perçue. La perception est à l'intersection entre la réalité et l'imaginaire. Elle permet de les confronter, d'identifier les conflits par l'émission de questions. Les résoudre implique de conformer ce que nous percevons de la réalité et de l'imaginaire.
Si nous considérons que la vérité existe, alors nous pouvons considérer que la réalité est une partie de la vérité, dans laquelle nous pouvons également retrouver ce qui est sensible, car nous ne sommes pas sensibles à tout. Et seule une petite partie de celle-là est réellement perçue. De même, si la vérité existe, nous pouvons considérer qu'il existe un imaginaire qui est une fraction de cette vérité, dans laquelle seule une partie est imaginable et dont une fraction est perçue. Il faut prendre conscience que la réalité et l'imaginaire n'ont rien à voir l'un avec l'autre et ne peuvent pas s'influencer mutuellement. Les deux sont issus de la vérité, mais les deux se croisent de l'autre côté par la perception que nous en avons. Et elles sont constituées par notre regard et notre action. La quantité de questions offre une mesure de la véracité de ce que l'on perçoit. Plus nous nous approchons de la vérité, moins il y a de questions. Plus les expériences donnent les résultats attendus, et plus les observations inattendues sont explicables. Les questions sont soumises au raisonnement, qui est en charge de les résoudre. Alors que la réalité et l'imaginaire sont en conflit, il leur cherche des correspondances. Cette faculté est limitée par l'attention disponible. Plus nous sommes fatigués, plus il est difficile de raisonner. Le raisonnement est un processus long et complexe qui s'interrompt après avoir résolu le conflit ou épuisé l'énergie à disposition. Je distingue 4 types de comportements qui se déclenchent à différentes étapes du raisonnement. Le déni, qui retire un élément de la réalité pour conserver un élément de l'imaginaire. Déclenché lorsque trop peu d'éléments de la réalité correspondent à l'imaginaire, le comportement vise à faire disparaître la réalité perçue. Des réflexes de survie se déclenchent, rapides et efficaces, pour une gestion ponctuelle. Plus la fréquence de déni est élevée, plus l'activité de déformation de la réalité est épuisante. La réalité est étrange, démise, l'imaginaire est limité. L'interprétation. L'imaginaire est plus perçu que la réalité. Déclenché lorsque trop d'éléments de l'imaginaire sont associés à la réalité perçue, le comportement vise à appliquer l'imaginaire par analogie. Il accélère le raisonnement en profitant de l'expérience acquise. Interpréter ne résout pas les conflits. Les questions peuvent ressurgir brusquement en quantité et épuiser tant qu'elles ne sont pas résolues. La réalité est arrangée, omise, l'imaginaire occulte. La compréhension. L'imaginaire intègre une nouveauté liée à la réalité. Déclenché lorsqu'une partie des différences entre la réalité et l'imaginaire sont identifiées. Le comportement vise à ajouter une croyance à l'imaginaire pour le rendre en partie conforme avec la réalité. Une partie de cette croyance peut devenir source de nouvelles questions si elle entre en contradiction avec l'imaginaire. Cette méthode augmente le nombre de questions et de croyances. Parcourir l'imaginaire peut devenir épuisant. La réalité est engrangée, admise, l'imaginaire est développé. L'acceptation. L'imaginaire se conforme à la réalité. Déclenché lorsque la réalité trouve des correspondances contradictoires dans l'imaginaire, le comportement vise à les remplacer par des croyances unifiantes pour en réduire le nombre ou complémentaires pour rectifier les parties contradictoires. Plus il y a de contradictions,
plus il est difficile d'aboutir avant d'être épuisé. Et plus il y a de risques d'adopter de nouvelles croyances moins efficaces que les précédentes. La réalité est rangée, imitée, l'imaginaire est synthétique. Le déni et l'interprétation sont des raisonnements à peine perceptibles et difficilement explicables. Ils résolvent les questions par des actions déterminées par l'intuition, alors que la compréhension et l'acceptation sont des raisonnements explicables. Ils modifient l'imaginaire en formant des pensées déterminées par la réflexion. L'équilibre entre croyances et questions apparaît complexe. Trop de croyances ou de questions épuisent au même titre que pas assez de croyances ou de réflexions. Abordons maintenant cette gestion subtile de l'énergie à laquelle se prête le mécanisme. De l'aspect énergétique. Tout ce qui vit entretient un équilibre entre l'énergie qu'il reçoit et l'énergie qu'il consomme. Le mécanisme en consomme en fonction de ses besoins, dans la limite de celle qui est disponible. Il joue un rôle important de régulation en modifiant l'efficacité du raisonnement et des comportements. J'observe qu'il est très agréable de résoudre un questionnement coûteux en énergie ou de valider la conformité entre la réalité et l'imaginaire en obtenant un résultat attendu. À l'inverse, se rendre compte que nous sommes dans l'erreur et être bloqué dans un conflit entre réalité et imaginaire est désagréable. J'en déduis que l'efficacité du mécanisme est à l'origine de la fierté. Appliquons le même raisonnement que pour la fierté en considérant 3 valeurs. L'estimer, temps de parcours des croyances, la réalité, temps passé dans le comportement. L'évaluer, temps de résolution des questions. Nous pouvons également reprendre la même représentation en y ajoutant une notion d'intensité et de présence. Il devient possible de reporter les mesures sur un comportement. Ces mesures observées ne peuvent prendre en compte qu'une partie du travail lié au comportement. Pour simplifier, je considère que le travail et l'énergie consommée peuvent être symboliquement représentés en reliant les 3 points et en mesurant l'aire du triangle qui apparaît. En partant d'un point 0 et en reportant les valeurs sur 3 axes distincts. Cela forme un triangle qui a une aire. Cette représentation est incomplète puisqu'elle ne présente pas les opposés. Avant de chercher des notions absentes, prenons le temps de remarquer qu'il existe une opposition entre les notions estimées et évaluées. La valeur réalisée provient d'un comportement visible qui opère dans la réalité, ce qui peut aussi s'appeler agir. À l'opposé, nous avons penser pour les comportements invisibles qui opèrent dans l'imaginaire. Nous avons donc 2 axes, l'abscisse dans laquelle s'opposent estimer et évaluer, et l'ordonnée dans laquelle s'opposent agir et penser. J'insiste sur le côté dynamique de cette représentation. Il peut être difficile d'identifier l'étape à laquelle nous sommes confrontés. Estimer ou évaluer, agir ou penser. Nous oscillons simultanément sur les 2 axes. Les étapes penser et agir sont représentées sur 2 cycles intriqués. À ce stade, je ne peux pas déterminer si les 2 cycles sont simultanés, alternatifs ou arbitraires. Or, quel que soit le cas,
l'énergie à disposition est limitée, ce qui impose de la répartir entre ces deux cycles. Cette répartition résulte de la méthode déterminée par le raisonnement pour résoudre un questionnement. Encore une fois, nous retrouvons discrètement notre triangle. Estimer correspond à raisonner. Réaliser correspond à résoudre, agir ou penser. Évaluer correspond à questionner. La fluctuation de ces facteurs rend la lecture délicate quand il y a peu de contraste. Le plus simple est d'identifier les pics. Ils permettent de prévoir que les autres étapes seront négligées et d'en déduire la constitution de l'imaginaire. Elles confèrent également des caractéristiques simples à identifier comme la spontanéité, la prévoyance, l'extraversion et l'introversion. Une répartition équilibrée sur les deux axes, action pensée, estimer, évaluer, permet de savoir que le comportement est équilibré. Par contre, dès que cette répartition favorise une des quatre extrémités, cela confère une propriété particulière. Si évaluer est prépondérant, nous serons sur quelque chose de spontané. Si agir est prépondérant, nous serons sur quelque chose d'extraverti. Si penser est prépondérant, nous serons sur quelque chose d'introverti. Si estimer est prépondérant, nous serons sur quelque chose de prévoyant. Ces caractéristiques ne sont pas figées. Nous les traversons par étapes et par périodes plus ou moins longues, suivant l'énergie disponible, la maturité de la perception et de la conformité entre réalité et imaginaire. Au départ, peu d'imaginaire, une perception immature et peu d'énergie. Agir est rare et penser, estimer et évaluer est peu coûteux puisque les questions sont rares. Par la suite, l'énergie augmente. Agir est l'activité qui va se développer en premier, car les autres activités évoluent en fonction du développement de l'étendue de l'imaginaire. Au fil des actions, penser se développe, car l'imaginaire augmente. Le rangement des croyances se complexifie, mais estimer et évaluer reste peu coûteux. La perception s'est améliorée, l'évaluation augmente, l'imaginaire s'est développé et permet d'absorber les questions avec encore très peu d'énergie à l'aide de l'intuition. L'apogée énergétique, l'imaginaire, devient trop vaste et coûteux. Il est nécessaire de le réduire. L'estimation commence à prendre de l'importance. Cela se fait au détriment d'agir. L'énergie commence doucement à décroître. La priorité devient la réduction de l'imaginaire, comme agir a baissé, penser est moins sollicité, car il y a moins de nouvelles croyances. Agir et penser sont au plus bas. La perception commence à baisser, la confrontation à la réalité se réduit très rapidement, entraînant la diminution du besoin d'évaluer. L'énergie manque. Estimer un comportement est privilégié pour s'assurer d'avoir le résultat adéquat. Le parcours complet de l'imaginaire est devenu trop coûteux et n'est plus assuré. L'énergie est devenue rare. Pour fonctionner, il faut qu'imaginaire et réalité soient conformes. Estimer, penser et évaluer ont peu d'impact. Agir de manière adéquate est vital. En théorie, l'efficacité maximale
du mécanisme pourrait être atteinte par la constitution d'une croyance unique qui conforme l'imaginaire et la réalité. Elle pourrait apparaître par hasard, mais mieux vaut ne pas trop compter dessus. Heureusement, le mécanisme possède le nécessaire pour augmenter les chances de s'en approcher. « 203. De la suite, si jamais. En utilisant ce modèle, il devient possible de réaliser des cartographies de comportement, d'explications, de croyances. Cette démarche, issue de l'envie d'aider les autres à se situer, est limitée par la subjectivité de l'expérimentateur. C'est sûrement juste, mais c'est limité. Ces travaux personnels se confrontent les uns avec les autres. Il est difficile d'accepter qu'il puisse exister différentes cartographies cohérentes. Pourtant, ces différentes cartographies pourront être vérifiables dans des contextes ayant des origines similaires. Un retour sur soi s'impose. Il est déstabilisant de s'apercevoir que ce qui détermine ces cartographies est aléatoire. Il devient envisageable de confier les décisions au hasard, car faire des choix revient à nous soumettre aux facteurs aléatoires qui nous ont construits. Choisir de décider au hasard. Étonnamment, une grande quantité de décisions ne valent pas l'effort que l'on y consent. Prendre des décisions au hasard libère une énergie qui peut ensuite être affectée à des comportements plus élaborés qui ne sont pas faciles d'accès. De l'énergie en plus pour mieux se comporter. Il faut du temps avant de comprendre l'influence de nos comportements dans ce qui se passe autour de nous. Faire l'inverse de ce qui nous apparaît être nécessaire nous donne la possibilité de confronter ce qui se produit à ce que l'on imagine. Ne rien faire n'est pas faire à l'envers. Découvrir que nos comportements ont finalement très peu d'impact sur ce qui nous entoure est plutôt décevant. Cela peut amener à penser que certaines valeurs ne sont pas indispensables. Remettre à plat et laisser reposer. Accepter plusieurs façons de penser se fait aux dépens des valeurs initiales. Or, cela permet d'avoir plusieurs façons d'agir, de pouvoir utiliser le comportement le plus adéquat et encore une fois, d'économiser et de réaffecter de l'énergie. Utiliser toutes les valeurs à disposition. Ne plus s'y soumettre. Rencontrer ses limites. Comprendre ce qui nous y amène. Comprendre ses émotions. Comprendre sa propre influence. Comprendre qui nous entoure, etc. J'ai eu la chance de pouvoir développer ce modèle, qui vaut ce qu'il vaut, qui touchera ce qu'il touchera. Il est un produit de son époque, abstrait, aride, dans l'économie, traité avec une forme de précision et de rigueur qui pourrait sembler inutile. J'espère que vous n'y aurez pas trouvé ce que vous étiez venu y chercher, et qu'à la place, vous fermerez ce livre avec le sentiment d'avoir rencontré une forme d'énigme, un objet curieux dont vous pourriez douter, d'avoir compris l'utilité, la nature ou la raison d'être. Je pense qu'il vous a apporté quelques réponses, qu'il a suscité des questions, qu'il n'a pas l'air d'avoir eu de l'effet. Mais j'ai confiance dans sa capacité à susciter l'attention et à rompre avec ce dont on peut
avoir l'habitude. De cette étrangeté apparaîtra des questions auxquelles vous serez invité à trouver des réponses. Si vous ne comprenez pas pourquoi j'ai fait ce livre, je me contenterai de répondre parce que je pouvais le faire.